savoir que la fin des traitements clôt une des étapes du cancer. Et l'après-cancer constitue une période de transition qui implique une nouvelle mobilisation des capacités d'adaptation psychique et qui se caractérise par plusieurs choses. D'abord, une modification d'une définition de soi avec une espèce de flou identitaire, une diminution assez brutale du sentiment de soutien médical, la perte d'un sentiment de contrôle que procurait malgré tout l'administration des traitements. Et il s'agit de penser l'impact du cancer dans un retour à la vie quotidienne, avec souvent une tentative anxieuse de retour à l'autonomie et de gestion des séquelles. Fréquemment, on peut rencontrer des problèmes de réadaptation sociale, familiale, professionnelle. Aussi, les troubles psychiques sont fréquents, surtout après les 2 premières années qui suivent la fin des traitements, et certains sont handicapants. Le trouble le plus fréquent, c'est la peur de la récidive, et les plus graves sont les troubles anxieux chroniques et les troubles dépressifs. Alors, ces troubles peuvent être détectés facilement et peuvent faire l'objet d'une évaluation, d'une orientation spécialisée vers des psychologues ou des psychiatres. Alors, la détresse émotionnelle, c'est une expérience émotionnelle désagréable de nature psychologique, psychosociale ou spirituelle. Elle s'étend sur un continuum du normal, des peurs et des craintes normales, vers le pathologique, c'est-à-dire vers les troubles anxieux ou la dépression. Il y a plusieurs facteurs de risque de détresse émotionnelle. Ils sont connus, tels que le jeune âge, c'est-à-dire avoir moins de 50 ans, avoir des problèmes socio-économiques, avoir un haut stress perçu et avoir moins de possibilités de recours à des soins de support ou des soins en général, ainsi qu'avoir des stratégies de coping telles que l'évitement ou le déni. Alors pour évaluer la détresse émotionnelle, on peut utiliser des outils. Le gold standard, c'est l'échelle HADS, l'échelle anxiété-dépression, qui a 14 items et qui permet de dépister des troubles anxieux et dépressifs graves. Il s'agit d'un auto-questionnaire qui se réfère à la semaine écoulée, composé de plusieurs échelles et sous-échelles. Et les scores s'interprètent facilement avec un cut-off fixé à 11. En dessous de 11, il n'y a pas de trouble. Au-dessus de 11, il y a des troubles certains qui doivent faire l'objet d'un diagnostic plus poussé. L'anxiété, c'est une émotion adaptative, mais aussi un sentiment pénible et souvent indéfinissable de peur sans objet ou bien de peur disproportionnée appliquée à des événements réels. C'est un affect très courant chez le patient atteint de cancer, mais aussi dans son entourage, et la limite entre le normal et le pathologique peut être assez floue. En fonction de son intensité et de sa durée, elle peut correspondre à plusieurs types de réactions anxieuses. La réaction anxieuse simple, c'est une réaction normale, adaptative, transitoire, en réponse à une menace représentée par la maladie, avec la souffrance, l'inquiétude, la peur de la mort. Ça peut être aussi un trouble de l'adaptation, c'est une anxiété plus envahissante qui donne lieu à une détresse émotionnelle, un changement, un bouleversement chez l'individu, mais de durée assez brève et en relation avec les stress représentés par les cancers, mais aussi ses implications thérapeutiques. Et ensuite, vous avez les troubles anxieux avérés, chroniques, comme les troubles anxieux généralisés, les troubles paniques, troubles phobiques, le stress post-traumatique ou les troubles obsessionnels compulsifs. La peur de la récidive, au-delà d'une peur adaptée, c'est-à-dire une réaction face à la menace d'une réelle récidive, avec des comportements de surveillance appropriés comme l'autocontrôle, aller à ses examens, ses consultations, la peur de la récidive, c'est pathologique. Elle se définit comme une peur, une inquiétude ou des préoccupations relatives à la possibilité de rechute, mais aussi de progression du cancer, avec un très haut niveau de préoccupation et d'inquiétude, et ces hauts niveaux persistent et s'accompagnent d'une hypervigilance vis-à-vis des symptômes somatiques. Le cancer est perçu comme une maladie chronique avec des anticipations négatives et une détresse psychologique associée à des comportements envahissants qui peuvent être compulsifs, de vérification, de recherche fréquente de réassurance. Plusieurs facteurs de risque existent pour développer cette peur de la récidive. L'âge jeune, des patientes avec des enfants en bas âge,
mais aussi la présence d'effets secondaires de traitement préventif de la récidive. Souvent des gens un peu isolés, qui ont moins de soutien ou qui ont aussi des séquelles de leur maladie ou des traitements. Bien sûr, la personnalité prémorbide est aussi un facteur de risque, surtout si elle est anxieuse. Alors on peut la mesurer. L'échelle de référence, c'est la FRCI, Fear of Cancer Recurrence Inventory. Si le score est supérieur à 22, on est en présence d'une peur de la récidive sévère qui nécessite un recours à des professionnels, type psychologue et ou psychiatre. Alors c'est important que ces patients aillent voir des spécialistes parce que malheureusement la peur de la récidive, si on ne la traite pas, elle ne diminue pas avec le temps sans intervention et elle peut se poursuivre pendant des années, voire toute la vie. Alors, pour la prendre en charge, on peut proposer des traitements pharmacologiques avec des arbres décisionnels qui peuvent être utilisés. D'abord, il faut savoir qu'environ 15% des patients après cancer développeront un épisode dépressif et il y a même 7% d'épisodes dépressifs particulièrement graves. La dépression, ça se définit comme une tristesse persistante ou une perte durable de la capacité éprouvée de l'intérêt du plaisir, ce qu'on appelle l'anédonie, dans des activités qui en procuraient avant. Là aussi, il y a des facteurs de risque qui sont bien identifiés. D'abord, cette période des 2 années suivant la fin des traitements, des antécédents de dépression, le sexe féminin, un plus grand nombre de comorbidités, une image corporelle négative et là aussi des problèmes sociaux ou financiers. Il y a 2 critères principaux qui sont l'humeur dépressive, donc qui n'est pas juste une tristesse passagère ou avoir le blues, hein, c'est une humeur particulièrement triste, et une anédonie, dont on vient de parler tout à l'heure, une perte d'intérêt de plaisir. Ce sont les symptômes phares. Mais il peut y avoir d'autres symptômes associés, comme des idées d'autodévalorisation, de culpabilité, des pensées de mort récurrentes qui peuvent aller jusqu'aux idées suicidaires. On a aussi d'autres symptômes, comme le ralentissement psychomoteur, la fatigue, la baisse de libido, les troubles cognitifs, des variations du poids ou de l'appétit, qui ne sont pas expliqués par des facteurs somatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces facteurs-là doivent persister dans le temps, c'est-à-dire presque toute la journée, presque tous les jours, depuis au moins 2 semaines. C'est un facteur important. Ce n'est pas depuis 2 jours, c'est depuis 2 semaines. Donc voilà, c'est important de repérer des causes secondaires de la dépression, hein, donc qui ne seraient pas de nature purement psychiatrique, par exemple des causes iatrogéniques, l'immunothérapie au long cours, la corticothérapie au long cours, certains antiépileptiques, l'hormonothérapie aussi peut donner des dépressions ou des symptômes dépressifs. Une inflammation chronique qui peut exister entretient la dépression. Il peut y avoir aussi des anomalies neurologiques post-traitement, comme la radionécrose, des troubles thyroïdiens, important de regarder la thyroïde par exemple, mais aussi la ménopause. Il peut y avoir aussi d'autres troubles métaboliques comme des déficits vitaminiques. Un traitement doit être prescrit devant tout épisode dépressif. Après une démarche d'identification soigneuse, ce n'est pas nécessaire de réaliser directement un adressage vers le psychiatre en première intention. Chaque médecin peut prescrire un traitement antidépresseur de première intention. La prescription d'un traitement, c'est important, ne doit pas être envisagée uniquement avec la présence de symptômes somatiques isolés, comme la fatigue par exemple, ni de manière préventive, comme ça peut s'entendre. Il n'y a pas de traitement préventif de la dépression. Il est également recommandé de privilégier en première intention une monothérapie, tout en informant les patients des délais d'action des médicaments qui peuvent varier entre 3 et 6 semaines. Donc on ne peut pas dire que ça ne marche pas si on n'a pas maintenu à bonne dose le traitement au moins 4 à 6 semaines. Alors il y a plusieurs types d'antidépresseurs qui peuvent être utilisés dans ce cadre. Pour la prescription de ces traitements, il est systématiquement recommandé d'évaluer les contre-indications et les interactions éventuelles médicamenteuses propres à chaque patient, bien sûr. Et il est important de prendre en compte certains événements, informer le patient des effets indésirables potentiels, qui existent surtout en début de traitement,
et en particulier les plus fréquents, comme les nausées ou les maux de tête, qui disparaissent très vite. On doit toujours réévaluer à 8 jours le traitement pour bien évaluer la bonne tolérance, parce que c'est un traitement qui devra être pris au long cours. L'augmentation des doses sera progressive, prudente. Souvent, on débutera chez un sujet âgé à demi-dose minimale et on augmentera progressivement jusqu'à la dose normale pour tout adulte. Donc, on insiste, une fois le patient étant sorti de la dépression, le traitement doit être maintenu 6 mois à 1 an. Il y a des effets qui se manifestent plus rapidement que d'autres. Par exemple, certains traitements sont plus efficaces sur l'anxiété, d'autres sur le sommeil. Et si ça ne marche pas, vérifier l'observance, c'est la première cause de résistance, puisque c'est un traitement à prendre tous les jours, et examiner une autre cause qui pourrait faire un diagnostic différentiel. Dans un délai de 4 semaines, si ça ne marche pas, 4 à 6 semaines, à ce moment-là, on envisagera un changement de classe thérapeutique. Et bien sûr, à ce moment-là, n'hésitez pas à solliciter l'avis d'un psychiatre. Après la fin des traitements, de nombreuses patientes éprouvent une détresse émotionnelle marquée, souvent sous-estimée. La transition vers l'après-cancer expose à des troubles anxieux, une peur intense de la récidive ou un épisode dépressif. Ces symptômes peuvent survenir malgré un bon pronostic clinique. Le dépistage repose sur des outils validés comme l'échelle HADS ou le FCRI. La prise en charge combine soutien psychologique, accompagnement spécialisé et parfois traitement médicamenteux selon l'intensité et la durée des troubles observés. On le sait, la période qui suit la fin des traitements d'un cancer constitue une nouvelle phase de vulnérabilité sur le plan psychologique qui est souvent méconnue et insuffisamment prise en compte dans les pratiques de soins. Donc c'est une étape charnière qui impose une réorganisation du rapport à soi, notamment en ce qui concerne l'image corporelle, mais aussi une réadaptation des relations avec les autres, que ce soit dans la sphère familiale, sociale ou professionnelle. L'après-cancer est un moment où le rapport au corps est profondément bouleversé. Les transformations physiques viennent souvent altérer l'image que la patiente a d'elle-même. Ces modifications visibles peuvent générer un sentiment de honte, un évitement du regard des autres et une difficulté à renouer avec l'intimité, qu'elle soit physique ou affective. Mais ce n'est pas seulement l'apparence qui est touchée, c'est aussi la fonctionnalité du corps qui peut être mise à mal. Notamment, certaines séquelles des traitements ne se voient pas, comme l'impact de la chimiothérapie ou d'une hormonothérapie qui peuvent impacter la fertilité ou alors empêcher temporairement tout projet de grossesse. Et donc cette incertitude ou ce report forcé d'un projet parental, il peut renforcer l'impression d'un corps défaillant, ce qui va impacter la relation à soi et à l'autre dans la sphère conjugale. L'après-cancer constitue donc une phase de transition qui induit une perte de repères qui ont été pris pendant la phase des traitements hospitaliers. Et donc ça va nécessiter de trouver un nouvel équilibre, de nouveaux repères. Et souvent cet équilibre, qu'il soit corporel, conjugal ou familial, il est différent de celui qui existait avant la maladie. Et donc il faut parfois du temps pour intégrer l'épreuve de la maladie, retrouver un nouveau rythme de vie en prenant en compte les séquelles physiques et psychologiques induites par la maladie. On le sait, le cancer il agit souvent comme un révélateur de fragilité préexistante, notamment au sein du couple ou de la cellule familiale, parce qu'il vient bouleverser la répartition des rôles, perturber des modes de communication et parfois fragiliser l'intimité. Et donc la période post-cancer constitue aussi un nouveau temps d'adaptation, à la fois sur le plan psychologique et relationnel, où le patient, tout comme son entourage, doivent se repositionner face à une réalité particulière. Cette réalité, elle est que la maladie est certes traitée, mais les séquelles, la fatigue persistante ou encore la peur de la rechute, continuent d'impacter le quotidien des patients et de leur entourage. Dans ce contexte, on peut souvent observer un décalage entre l'expérience subjective des patientes et les attentes parfois implicites de leur entourage ou de la société qui s'attendent à un retour rapide à la normale, comme reprendre le travail, retrouver de l'énergie, assumer de nouvelles responsabilités, ses responsabilités familiales ou alors le souhait que le patient puisse tourner la page. Mais ce retour à la normale, il n'est ni immédiat, ni linéaire et parfois même il n'est pas possible.
Et donc certaines patientes se retrouvent prises dans une forme de paradoxe, par exemple lors de la poursuite de traitements comme l'hormonothérapie, elles se vivent pas complètement comme guéries, mais en même temps pas complètement malades. Et donc elles se retrouvent dans un flou avec une difficulté à faire reconnaître leurs besoins auprès de leurs proches, par exemple. Et donc ça, sur le plan relationnel, ça peut générer un vécu de frustration, voire de culpabilité, d'isolement. Certaines patientes, par exemple, vont constater un retrait affectif ou relationnel de leur entourage, particulièrement de leur conjoint, par exemple, qui soit ne mesurent pas l'ampleur des difficultés qu'elles rencontrent, ou parfois ne savent pas comment réagir et se retrouvent démunies face à ces difficultés. Aujourd'hui, on le sait, même si le cancer il est mieux compris par la société, il reste quand même marqué par des représentations anciennes qui vont continuer d'influencer les attitudes, souvent de façon inconsciente. Et donc, il existe par exemple des idées erronées comme la peur de la contagion, l'association à une forme de faiblesse ou à une responsabilité personnelle, qui ne sont pas exprimées directement, mais elles peuvent encore teinter certains comportements et générer des malaises, des évitements, des jugements implicites. Et donc ces idées, elles peuvent conduire à des attitudes discriminatoires, notamment dans le monde professionnel, où certaines patientes vont témoigner d'un refus d'embauche, d'une réintégration difficile ou de jugements ou d'évaluations biaisées sur leur lieu de travail. Aussi, les séquelles physiques, les douleurs chroniques, les troubles cognitifs, la fatigue ou les neuropathies, par exemple, peuvent affecter durablement les capacités professionnelles des patientes. Et donc, ces difficultés les exposent à des formes de discrimination directe, mais aussi indirecte, comme l'absence d'aménagement de poste, de conditions de travail, des attentes inadaptées de la part de l'employeur au regard de leur état de santé, par exemple. Et donc face à ce corps transformé, aux impacts aussi dans la sphère sociale et relationnelle, on l'a vu, les patientes, elles expriment souvent le besoin d'un suivi médical qui reste régulier. Parce que même si les rendez-vous médicaux sont centrés sur des aspects somatiques, on le sait, ils jouent aussi un rôle rassurant pour les patientes. Et donc l'espacement parfois soudain de consultation après une période très rythmée par les soins peut être vécu comme un vide, comme un abandon, et donc raviver des peurs comme comme la peur de la récidive, par exemple. Dans l'après-cancer, le médecin généraliste, il joue un rôle central parce qu'il est souvent un point d'ancrage du suivi, une figure de référence qui reste présente quand la prise en charge hospitalière s'allège. Et donc cette continuité, elle va être précieuse parce qu'elle va permettre de repérer plus facilement les signes de vulnérabilité chez certaines patientes, qu'ils soient psychologiques, sociaux, économiques, et donc les médecins vont pouvoir proposer une orientation adaptée vers des professionnels de soins de support. Sur le plan psychologique, quand on repère des difficultés sur le plan psychologique, un suivi par un psychologue ou un psychiatre en libéral peut tout à fait être proposé, mais aussi une orientation vers un centre médico-psychologique, donc les CMP, dont dépendent géographiquement les patientes, qui permettent d'offrir des consultations gratuites avec soit des psychiatres ou des psychologues, mais les délais sont souvent longs. Et donc on peut également orienter les patientes vers le dispositif Mon Psy, qui a été mis en place pour faciliter l'accès aux consultations psychologiques et qui offre la possibilité à certaines patientes de bénéficier d'un soutien psychologique pris en charge par l'assurance maladie. On peut également orienter ces patientes vers des associations ou des réseaux de proximité, comme la Ligue contre le cancer, qui est une association nationale ayant des comités dans chaque département. Et un suivi psychologique peut y être proposé, tout comme des activités, des ateliers de groupe de parole. Et ce suivi, il peut être proposé à la fois durant le temps de traitement, mais aussi dans l'après-coup de la maladie. Le cancer peut également avoir un impact économique non négligeable sur la vie des patients. En effet, de nombreux patients sont affectés par une perte de revenus résultant de leur arrêt maladie ou de la perte de leur emploi suite au diagnostic. Si l'état de santé du patient est trop impacté, il peut être amené à faire une demande de mise en invalidité auprès de la sécurité sociale. Suite à un cancer, malgré le dispositif de droit à l'oubli, malgré la suppression du questionnaire de santé dans certains cas et malgré l'existence de la convention AERAS, s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé, qui vise à faciliter l'accès au crédit pour les personnes ayant eu des problèmes de santé graves. Eh bien, malgré cela, les patients peuvent rencontrer des difficultés à effectuer une demande d'emprunt dans les 5 premières années suivant le diagnostic ou à rembourser cet emprunt. Il est important de noter que les patients présentant une vulnérabilité socio-économique ou un statut professionnel précaire sont plus susceptibles de subir un impact significatif de la maladie sur leur vie professionnelle et donc sur leurs revenus. A l'inverse, les personnes plus favorisées et disposant d'une épargne pourront, elles, faire face plus facilement. Par ailleurs, à gravité de la maladie similaire,
L'impact de la maladie sur la qualité de vie est plus marqué chez les personnes présentant une vulnérabilité socio-économique. Ainsi, une baisse de la qualité de vie pourra amener des répercussions dans leur vie professionnelle et accroître leurs difficultés économiques, créant un cercle vicieux. Il est donc indispensable de prêter une attention particulière aux personnes vulnérables socialement, en étant conscient que des barrières, en particulier financières, limitent, pour nombre d'entre elles, l'utilisation optimale des soins de support. Les patients doivent souvent faire face aux conséquences physiques, psychologiques et sociales de la maladie et de ses traitements. Les études menées auprès de femmes ayant eu un cancer du sein non métastatique montrent que plus de la moitié d'entre elles souffrent d'au moins un symptôme post-traitement sévère, tandis que plus de 30% rapportent un dysfonctionnement émotionnel ou social important. Par ailleurs, le cancer du sein et ses traitements impactent fortement la vie professionnelle. Une grande partie des patientes sont en activité au moment du diagnostic et la maladie entraîne souvent un arrêt de travail prolongé. Cet éloignement du monde professionnel, combiné aux séquelles physiques et psychologiques, constitue un obstacle majeur à la reprise d'une activité professionnelle. Les données scientifiques montrent que, par exemple, à 2 ans du diagnostic de cancer du sein, seuls 79% des femmes ont repris le travail, soulignant les défis persistants du retour à l'emploi. Au-delà des implications individuelles, le maintien dans l'emploi après un cancer du sein représente un enjeu de santé publique et un défi économique pour la société. Pourtant, des études démontrent que la reprise d'une activité professionnelle est non seulement un facteur clé d'amélioration de la qualité de vie, mais aussi une composante essentielle du processus de rétablissement des femmes. Les patients peuvent être amenés à consulter dans le but de prolonger leur arrêt de travail. Il est recommandé d'informer le patient de l'importance de garder le contact avec son lieu de travail, notamment avec ses collègues proches. Bien que cela ne soit pas obligatoire, des études ont montré que cette démarche facilite un retour au travail dans des conditions plus favorables. Il existe également la possibilité de réaliser un essai encadré visant à favoriser le retour à l'emploi. Cet essai permet d'évaluer la compatibilité d'un poste avec l'état de santé du patient, en testant sa capacité à reprendre son emploi ou à occuper un nouveau poste s'il ne peut plus exercer ses fonctions actuelles pour des raisons de santé. L'essai peut également inclure l'évaluation de l'aménagement d'un poste de travail ou la préparation d'une reconversion professionnelle. Il peut durer jusqu'à 14 jours ouvrables, fractionnables si nécessaire, et il est renouvelable une fois. Pour favoriser un retour au travail optimal, il est essentiel de souligner l'importance de l'anticipation. Dans le cadre des patients salariés, il est possible, si nécessaire, de solliciter une visite de pré-reprise auprès de la médecine du travail avant la reprise effective du travail. Cette démarche permet d'identifier en amont les besoins spécifiques afin de garantir un retour dans de bonnes conditions. Il existe également des aménagements du poste de travail permettant d'adapter l'environnement aux capacités du patient. Par exemple, ajustement des horaires, télétravail, limitation du port de charge, ergonomie. Ces aménagements sont établis en fonction des recommandations de la médecine du travail et des besoins spécifiques du patient. De plus, le recours à un dispositif de reprise en temps partiel thérapeutique est une option envisageable. Il est accordé pour une durée initiale de 3 mois, renouvelable jusqu'à un maximum de 12 mois pour une même affection. Enfin, si nécessaire, il sera aussi possible pour les patients de procéder à une mise en invalidité, accompagnée de l'attribution d'une pension d'invalidité par la Sécurité sociale, et où il leur sera possible de faire une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, ou RQTH, délivrée par la Maison départementale des personnes handicapées, ou MDPH. Pour répondre à toutes ces problématiques, plusieurs ressources peuvent être mobilisées. Tout d'abord, la CARSAT. Elle accompagne le patient s'il travaille au sein d'une entreprise privée durant son arrêt de travail, et elle l'accompagne aussi dans la préparation de sa reprise, notamment à travers des rendez-vous de liaison. Elle participe également à la mise en place de dispositifs de retour à l'emploi, visites de pré-reprise, bilan de compétences ou de reconversion, formation, essais encadrés,
et elle facilite l'aménagement de poste ou le reclassement professionnel. Les services sociaux. Ils apportent un soutien complémentaire pour la gestion de la situation professionnelle et personnelle du patient. Les dispositifs d'appui à la coordination ou DAC. Ces dispositifs soutiennent l'accueil, l'analyse de la situation du patient, l'orientation, ainsi que l'accès aux ressources spécialisées. Ils vont assurer un suivi et un accompagnement renforcé et peuvent organiser la planification des prises en charge. Sur un même territoire, le DAC centralise plusieurs dispositifs sous un interlocuteur unique. Enfin, la médecine du travail. Elle va jouer un rôle clé dans l'évaluation des capacités du patient et dans l'adaptation de son environnement professionnel. Après un cancer du sein, les patientes font face à des défis majeurs. Altération de l'image corporelle, tension familiale, isolement social et stigmatisation au travail. Les séquelles physiques et psychologiques freinent souvent le retour à l'emploi. Le rôle du médecin traitant, des soins de support et des dispositifs d'accompagnement comme la médecine du travail, la CARSAT ou le temps partiel thérapeutique est central. Un retour progressif, anticipé et personnalisé améliore le rétablissement global et la qualité de vie.